Bonjour. Quand on m'a proposé ce topo, je me suis dit c'est facile, et puis en fait, non. Parce que sacré. Bon, d'accord. Quand on regarde la littérature, c'est tout mélangé, il n'y a pas de choses qui ressortent sur les myéloméningocèles sacrés. Alors, du coup, on a travaillé un peu, on a revu notre cohorte avec Anne-Claire des 5 dernières années. Cohorte médulaire MAVEM de Trousseau, donc 1414 patients, une très grosse majorité de dysgraphisme fermé et 57 myéloméningocèles. En sachant que sur ces 57 myéloméningocèles, il y en a 16 qui sont vraiment sacrés. Les 41 autres patients ont un niveau métamérique au-dessus de S1. Alors, en sachant que sur ces 16 myéloméningocèles sacrés, 3 n'ont pas été exploités, les dossiers n'ont pas été exploités parce qu'il y avait 2 bébés prium dits sacrés qui n'ont pas été suivis en fait à Trousseau et un dossier sans Orbis, pas de dossier sur Orbis. Et la définition qu'on a retenue, c'est cliniquement une atteinte motrice S1 ou en dessous, que ce soit symétrique ou non. Du coup, on a 8 filles, 5 garçons avec un âge médian de 14 ans et demi, des extrêmes de 3 mois à 22 ans, et nous avons recueilli les données à la dernière revue. Alors, sur le plan neurochirurgical, ces enfants ont eu une fermeture de la lésion basse 5 fois en anténatal, 7 fois en néonatal, et à 6 mois de vie pour une fois. Ils avaient, pour à peu près la moitié d'entre eux, un Chiari, et ils ont été dérivés 5 fois sur 13. On a regardé les fonctions supérieures. En termes de cognition, 7 avaient des acquisitions cognitives tout à fait normales, 3 retardées et 3 non renseignés qui correspondaient à des enfants très jeunes. En termes de scolarité, qui nous paraît être quand même un bon indice des fonctions cognitives, on a revu la scolarité pour les 8 enfants de plus de 6 ans. Avant, c'était un peu compliqué. 6 fois milieu scolaire normal, ordinaire, et 2 fois un IEM. Concernant la déambulation, on a utilisé la GMFCS en sachant qu'on avait sur les 13, 9 déambulants et 2 qui étaient en fauteuil roulant exclusif, en sachant que 2 sont non renseignés parce que trop petits. Avec les différents stades, on voit bien que ces enfants avec des myéloméningocèles sont essentiellement stade 1 ou 2. Donc ils sont plutôt bien déambulants. Alors, en termes de continence fécale, elle a été totale 9 fois sur 13, elle est toujours aidée, soit avec les lavements à l'eau seule, soit association lavement laxatif ou laxatif seul, et pas de continence du tout chez un enfant qui en fait est un de ceux qui était à l'IEM, et pour les tout petits, 3 fois, on n'a pas pu conclure. Concernant la continence urinaire, elle aussi, elle a toujours été aidée 6 fois sur 13, avec ses différentes techniques, sondage anticholinergique, sondage toxine, sondage entérocystoplastie d'agrandissement. C'est la chirurgie d'agrandissement vésical à partir d'un matériel intestinal. Et pour 2 grands, sondage entérocystoplastie d'agrandissement et sphincter AMS 2 fois. Et puis la continence était incomplète, 4 fois sur 13, malgré sondage anticholinergique ou sondage toxine, en sachant que dans ces pathologies, il y a quelque chose d'assez particulier, en particulier dans les dysgraphismes ouverts ou fermés. Il y a très souvent une incompétence sphinctérienne qui est responsable, au moins en partie, de l'incontinence urinaire. Et donc 3 fois non renseigné parce que trop petit. Donc du coup, on s'est dit, c'est 13, à quoi il ressemble ? Il y a un petit nombre, ce qui semble être assez corrélé. Quand on interroge les experts, j'en ai reparlé avec Michel, en fait c'est pas fréquent les sacrés purs, que c'est difficile chez le petit de préciser le niveau lésionnel. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une atteinte de l'éventail fessier, grand fessier, moyen fessier, et les tout petits ils ont un schéma en flexion, donc c'est très difficile de savoir si oui ou non le muscle est là. On peut avoir une idée en particulier au niveau des pieds, on en reparlera. Les capacités cognitives sont plutôt correctes parce qu'ils sont quand même relativement bien scolarisés. Et les capacités motrices, c'est ce qu'on disait, sont plutôt conservées. Alors, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est le niveau métamérique qui détermine le niveau fonctionnel pour la marche, la déambulation, et c'est vraiment le rôle clé de l'analyse motrice. Chez ces enfants avec une atteinte S1 et en dessous, au niveau des hanches, ils ont un éventail fessier qui est souvent présent, donc grand fessier, moyen fessier, mais qui peut être faible, qui est à renforcer probablement. Il faut savoir que
la musculature de la ceinture pelvienne conditionne vraiment la station debout et la marche sans aide. S'il y a un déficit de l'éventail fessier, il y a une nécessité d'utilisation d'aide technique aux membres supérieurs pour pouvoir déambuler ou tenir debout. Tout ça, c'est un peu caricatural et il y a tous les intermédiaires. Les genoux, dans ces cas-là, pour les sacrés, sont plutôt bien motorisés, il n'y a pas de triceps par définition. Et dans les études, quand on regarde ce qu'ils deviennent à l'âge adulte, eh bien 80% de ces adultes sont marchants sur de longues distances, sur de plus longues distances que pour les lombaires bas par exemple. La continence, elle n'est jamais spontanée et elle nécessite toujours une prise en charge médico-chirurgicale que je pense qui est lourde quand même. Et en termes de prise en charge, je crois que c'est important de mettre en place toutes les mesures pour diminuer les déficiences, permettre un projet de vie, et je dis tout en restant réaliste. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a eu, y compris dans quelques myéloméningocèles sacrés, des volontés parentales sur la marche à tout prix, et même quand elle est extrêmement difficile, quand il n'y a pas de souhait de l'enfant, quand il y a un surpoids en particulier, je crois qu'il faut savoir arrêter à tout prix la déambulation debout, les transferts d'accord, la déambulation en intérieur sûrement, mais il faut quand même vraiment rester très très réaliste. Alors, ce que je vais faire là en 10 minutes, c'est très rapide, ça va être les grands principes. Les grands principes de la prise en charge neuro-orthopédique, eh bien pendant la croissance, on garde la souplesse articulaire, parce qu'on sait très bien qu'au cours de la croissance, quand il y a un déséquilibre musculaire autour d'une articulation, elle s'enraidit. Si on laisse ces rétractions pérennes, eh bien on a une croissance des pièces osseuses qui se font, mais qui sont déformées, nécessitant des ostéotomies en fin de croissance. Donc il y a toutes les possibilités pour maintenir cette souplesse articulaire, c'est la kiné, mais c'est aussi beaucoup les attelles de posture. Attention, il peut y avoir des troubles sensitifs sous-jacents avec un risque d'escarre. Quand c'est rouge, on enlève l'attelle et on voit. Les plates de correction progressive qui ne sont pas très agressives pour la peau, c'est ce qu'on utilise assez souvent, au moins avant une attelle dans des rétractions assez sévères. Parfois une libération des parties molles. Il n'y a jamais de chirurgie osseuse pendant la croissance, mais il peut y avoir une libération des parties molles qui permet de faciliter grandement le port d'une attelle par exemple, certains transferts musculaires en particulier du jambier antérieur, et puis quelques ostéotomies correctrices, mais en fin de croissance. Rachis bassin-hanche, sont relativement peu atteints dans les sacrés. Comme ils sont relativement déambulants, il y a peu de luxation de hanche et le rachis est relativement épargné. Alors, concernant la neuro-orthopédie, c'est pas lié au déficit musculaire. S'il nous manque un muscle, on ne va pas pouvoir le refaire. Il faut pouvoir, par exemple, mettre un pied au sol lors de la déambulation, à plat. Et ce sont les attelles courtes. Ce sont toujours ou presque des attelles courtes à appui prétibial. Parce que ce sont des enfants, en fait, qui ont, du fait de la présence de releveurs de pied et de pas de triceps, ont un tibia qui est toujours en avant. Et ces attelles à appui prétibial, comme on voit là, ou là, il y en a deux modèles là, elles ont l'effet de repousser en arrière le tibia et de permettre au-dessus une position des genoux et des hanches qui est tout à fait intéressante. Et c'est l'attelle la plus efficace en termes de qualité de marche, rapidité de marche qu'on puisse prescrire. Si bien que dès que les enfants ont cassé leur attelle, parce qu'ils l'utilisent tellement qu'ils appellent immédiatement pour qu'on puisse leur changer leur attelle. Et ça, je crois que c'est vraiment la preuve qu'ils en ont vraiment besoin. Et Dufy a bien montré qu'avec cette attelle à appui prétibial, eh bien, il y a une amélioration de la marche, il y a des analyses en analyse quantifiée de la marche, et il y a une grosse diminution de l'énergie dépensée pendant la marche. Si la ceinture pelvienne n'est pas bonne, on peut être amené à utiliser des aides techniques, alors qui varient au fur et à mesure de la croissance. Et puis pour les longues distances ou les moyennes distances, eh bien l'utilisation du fauteuil roulant manuel, qu'il faudra proposer assez rapidement pour permettre une socialisation optimale. La prise en charge urinaire, c'est toujours les mêmes objectifs, préserver le haut appareil, la fonction rénale et la paroi vésicale. Gérard Marenco a dû vous dire ce matin, vous a parlé beaucoup de la vessie. Et de plus en plus, on parle vessie en termes d'inflammation, de cancer à distance et de troubles de la compliance. Et ça, on est extrêmement vigilant sur la paroi vésicale.
Et l'autre objectif, c'est d'obtenir une continence urinaire sociale à l'âge physiologique. Les moyens, eh bien, il y a 2 grands trucs. C'est avoir une vessie qui soit capacitive, qui contienne suffisamment et à basse pression, parce qu'on sait très bien que les reins n'aiment pas du tout la haute pression vésicale. Ça sera donc traiter une hyperactivité, soit par des médicaments, soit par des toxines botuliques, on le fait chez l'enfant aussi. Et puis, il faudra dépister des troubles de la compliance. Et là, il n'y a que les bilans urodynamiques qui nous permettent de dépister le trouble de la compliance. Et savoir traiter également, si les toxines et anticholinergiques ne suffisent pas, on pourra passer à des procédures chirurgicales d'agrandissement, l'entérocystoplastie d'agrandissement, qui permet d'avoir un grand réservoir à basse pression et qui, souvent, même s'il y a une insuffisance sphinctérienne associée, permet d'avoir une continence totale tout à fait correcte. Ça ne suffit pas d'avoir un réservoir vésical à basse pression, mais il faut vidanger régulièrement, à basse pression et complètement, cette vessie qui très souvent se vide mal. Et c'est là qu'on leur place les sondages intermittents. On ne peut pas parler des sondages intermittents longtemps, parce qu'on n'a pas le temps, mais ça peut se faire à n'importe quel âge, avec des indications bien précises. Et tout ça, ça passe par une éducation thérapeutique du patient et de sa famille, de bonne qualité, et on a l'avantage de bénéficier de tels outils à trousseau. Pour les plus grands, j'ai mis atelier de parole. Dans le cadre de cette éducation thérapeutique, les infirmières référentes en éducation thérapeutique sont amenées à faire des groupes d'âge semblable et de sexe semblable d'enfants ou d'adolescents pour pouvoir discuter de ces troubles entre eux, et je peux vous dire que c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Et puis je dis aussi, pour être continent, il faut un sphincter compétent. On n'a aucun moyen, ni en rééducation, ni moyen pharmacologique, pour renforcer un sphincter. Ce sont toujours des procédures chirurgicales qui sont différentes et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail ici. Et bien sûr, continence urinaire, c'est en associant, comme je dis, un regard sur la sexualité, parce que dans ces ateliers de parole, en particulier des grands enfants et des adolescents, ce sont des questions qui sont récurrentes. Et nous sommes en train de monter un atelier d'information et d'éducation à la sexualité des enfants et des adolescents qui ont ces pathologies neuropérinaires. Alors, thérapeutique efficace, c'est bien tout ça, mais ça se surveille, parce qu'une vessie, elle peut évoluer par elle-même. Il y a toujours un neurochirurgien qui passe par là, un orthopédiste qui passe par là. Même si tout se passe bien, il peut y avoir des irritations, des conséquences vésicales, en sachant que c'est toujours avec la même obstination réservoir vésical capacitif basse pression, vidange régulière. Alors, le suivi, c'est pas tous les 3 mois. Le suivi s'établit en fonction des impératifs, en fonction de l'échographie, en fonction des troubles mictionnels, en fonction des infections urinaires. On n'est pas obligé de se voir tous les 3 mois. En général, un bilan urodynamique tous les 18 mois en période de croisière, c'est suffisant. La préservation de la fonction rénale, elle est tout le temps d'actualité quand ces enfants sont pris tôt et correctement. Les seules insuffisances rénales qu'on voit, c'est ceux qu'on voit arriver par exemple du Maghreb, qui arrivent vers l'âge de 7, 8, 10 ans et qui n'avaient pas été pris en charge préalablement. Ce suivi, il est tout au long de la vie, pédiatrique et à l'âge adulte, d'où la nécessité des consultations de transition. La prise en charge fécale, ces enfants sont presque tous constipés, on peut dire, du fait d'une parésie colique. Et les objectifs, c'est d'obtenir une continence fécale sociale à l'âge physiologique et puis aussi de réduire les infections urinaires. On sait très bien que la stase intercorale et l'incontinence fécale sont à l'origine d'infections urinaires, en particulier chez la fille, et c'est très important d'envisager ça chez des petites filles qui font par exemple des pyélonéphrites régulièrement. Les moyens, traiter la constipation pour avoir des selles molles faciles à émettre, éduquer à la propreté à l'âge normal, et ça je pense que c'est fondamental d'essayer, parce que les parents sont perdus en termes d'éducation à la propreté, et on peut essayer pour la continence fécale, et si besoin, pour évacuer ces selles qui stagnent dans le côlon, évacuation colorectale régulière par lavement évacuateur à l'eau, quel que soit le matériel, quel que soit l'âge en fonction du matériel, et toujours par une éducation thérapeutique également.
Alors, la réadaptation, le quotidien de l'enfant en organisant, le mode de garde, pas toujours simple quand il y a des sondages, la scolarité ordinaire le plus souvent, avec les aides humaines, auxiliaires de vie scolaire, infirmières qui passent à l'école pour les sondages, le PAI, et les aides techniques si besoin, ce dont il y a relativement peu besoin, je pense, pour les enfants myéloméningocèles sacrés. Accession aux loisirs, et en particulier activité physique adaptée, et ça me semble essentiel, surtout pour une raison de socialisation, de bien-être, mais aussi dans le cadre de la prévention du surpoids. Et nous avons une consultation à Trousseau, sport et handicap, pour ces enfants et pour d'autres en situation de handicap. Les prises en charge sociales et assurer le passage de l'adolescent au milieu adulte. Nous avons des consultations de transition tout à fait formalisées. Le succès de la compliance au traitement à l'âge de jeune adulte, je pense que c'est vraiment lié à la qualité de l'éducation thérapeutique. Quand on a réussi à passer un contrat avec l'ado, quand on a réussi à faire que les parents soient un petit peu sur le côté et qu'il y a eu un contrat vrai avec l'ado, en général, on s'en sort pas mal. Alors les messages, c'est une prise en charge multifacette, vous avez vu, le neurochirurgien, l'urologue pédiatre, le MPR, l'orthopédiste, l'appareilleur, il y a plein de monde, l'assistante sociale, les infirmières. Donc c'est quand même une prise en charge multifacette qui, je pense, reste lourde quand même, et qui est au très long cours, pour ne pas dire toute la vie. Ces enfants sont normalement scolarisés, mais ils peuvent avoir une certaine lenteur d'exécution. Et est-ce qu'il faut leur faire systématiquement un bilan neuropsychologique ? Probablement, en sachant que je me fie assez bien aux résultats scolaires, parce que comme je dis toujours, les enseignants sont les spécialistes des enfants sans souci. Donc si tout roule, je ne vois pas l'intérêt, mais enfin bon, voilà. Le pronostic fonctionnel permet une intégration sociale en milieu ordinaire, ce qui est tout à fait intéressant. Et puis, comme je dis à Michel, d'accord, vous faites la réparation anténatale, c'est très intéressant parce qu'on sait qu'on baisse le niveau, mais l'idéal serait que ces enfants soient S1 ou en dessous, ce qui ne modifierait pas le problème de la continence, mais modifie beaucoup le problème de la déambulation. Je vous remercie. Merci Véronique, des questions ? Juste un commentaire alors. Même si tu as eu du mal à retrouver les dossiers, même si c'est des petits effectifs, c'est extrêmement important parce que c'est des informations qui sont pour nous obstétriciens, neurochirurgiens, orthopédistes, qui sont indispensables à donner en anténatal, que ce soit pour la chirurgie anténatale ou pour la prise en charge postnatale. Il y a myéloméningocèle et myéloméningocèle, c'est-à-dire que ça arrive de dire, quand on a un myéloméningocèle S1 ou S2, de dire il y aura une station debout possible, première info, probablement une déambulation aidée, mais qu'au niveau sphinctérien, il y aura une prise en charge difficile et que le pronostic cognitif est souvent de meilleure qualité. Rien que ces informations-là, c'est dire la vérité et permettre aux parents de faire leur choix en toute connaissance de cause. Absolument. Une question, Jean-Marie ? C'est juste un commentaire, c'est que puisque là on vient de revenir aux discussions en prénatal. En prénatal, on s'efforce de définir un niveau anatomique. Difficile, des fois. C'est pas toujours simple, on a un dossier récent qui l'illustre, mais ça définit pas le niveau lésionnel réel. Et puis vous verrez dans la littérature, il y a un certain nombre d'équipes, amis d'ailleurs, qui ont décrit des appréciations du niveau lésionnel en prénatal, en étudiant la mobilité des membres inférieurs. On est hyper dubitatif avec Michel, et comme c'est des amis, on dit rien quand ils présentent ça. Donc je pense qu'on fait très mal. Donc toi, tu viens de présenter une série de niveaux lésionnels, hein. Et nous, en prénatal, on doit raisonner avec un niveau anatomique dont on connaît la précision. Et j'insiste sur la difficulté en période néonatale de tester moteur un tout petit. On nous dit il bouge les pieds ou il bouge pas les pieds ou il est en talus ou voilà, mais on n'a pas testé la ceinture pelvienne et ils ont tous leur schéma en flexion normale
Et il faut attendre quelques mois avant de dire oui ou non, il a une ceinture pelvienne qui fonctionne. Ça, Michel, il le voit tous les jours quand on est ensemble en consulte. En tout cas, la précision, elle est probablement meilleure en anténatal sur une bonne analyse de l'échographie que celle qu'on a sur l'examen d'un nouveau-né, où on se bat pour dire t'as vu un moyen fessier, non j'ai pas vu de moyen fessier, s'il y a peut-être un moyen fessier. Oui, pour une fois je vais changer de casquette, j'en ai plusieurs. Celle d'entraîneur sportif. On a parlé à l'instant de sport et de sport adapté. Je pense que quel que soit le niveau lésionnel, quel que soit le niveau de la lésion, je pense que toute personne devrait avoir possibilité d'accéder au sport et au sport adapté, puisque je favorise l'entrée de ces personnes dans le milieu du sport, de façon à ce que finalement on ne mette plus en avant le handicap de la personne ou la maladie de la personne, mais plutôt la personne avec les compétences qu'elle a. Parce qu'elle en a. Parce qu'elle en a, et j'en suis persuadé. Et c'est lui montrer aussi que finalement, ce n'est pas qu'un numéro de dossier avec l'hôpital machin ou la clinique truc, parce que finalement c'est une personne et qu'elle a le droit à avoir une vie. Et je pense que vous, médecins, il y a intérêt aussi pour leur bien-être de les diriger, en tout cas de leur conseiller, après ils sont maîtres de le faire ou pas, mais de les diriger vers le sport et vers une socialisation qui pour moi est essentielle à bien des égards et sur bien des problématiques que ça peut résoudre, en tout cas apaiser. Merci pour votre remarque. 2 choses. Quand on est en consultation sport et handicap, tout handicap confondu, et pour les myéloméningocèles, quel que soit le niveau, on est étonné, en fait, on n'a plus un patient devant soi, on a un enfant devant soi. Et c'est complètement différent. Les jeunes qui sont dans le service, elles ont vu. C'est complètement différent. Et ce que vous dites, les diriger vers des structures adaptées, c'est pas toujours très simple. Et l'objectif de la consultation qu'on a montée, c'est de pas de faire du sport à trousseau, le problème il n'est pas là, parce qu'ils viennent de toute la France, quelle que soit la situation de handicap, mais c'est d'être accompagné, on a passé une convention avec Handisport, d'être accompagné localement pour avoir un sport scolaire, péri ou extrascolaire. Faites gaffe, elle est capable, quand même, pense comme vous embaucher à trousseau. Ça